Allez, bah, bienvenue à toutes et à tous pour ce 20e épisode de la saison 4 des Learning Happy Hours, désormais 100% en ligne. Pour tous ceux qui nous ont rejoints, bah, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le sujet du jour qui va être abordé majoritairement par Philippe ce soir concerne les bots, les robots, sous toutes leurs formes et leurs premières applications en formation. Donc, on va essayer de parcourir ça ensemble. Le mode de fonctionnement, vous le connaissez aujourd'hui. Si vous voulez intervenir, vous appuyez sur votre micro, vous l'actionnez. Si vous voulez être à l'écoute davantage et juste ne pas troubler éventuellement par des bruits parasites les exposer, eh bien, vous le coupez de votre côté et vous le rallumez quand vous le souhaitez. Toujours la possibilité, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas là ou pour ceux qui voudraient revoir ce moment unique que vous allez vivre avec nous aujourd'hui, la possibilité de le voir en replay et bien sûr de le réentendre avec son image à l'appui. Voilà. Épisode numéro 20, rappel, il y a 25 épisodes dans cette saison des Learning Happy Hours, donc c'est la dernière ligne droite avant l'été, l'été qui se fait désirer d'ailleurs aujourd'hui. Philippe, à toi de jouer. Oui, alors on est une petite demi-heure ensemble, un peu plus si vous avez des questions comme d'habitude. On va essayer de voir justement aujourd'hui les robots, les chatbots, toutes ces choses-là en formation, et sous quatre angles. Déjà, on va essayer de définir ce que c'est qu'un bot. On va voir le premier aspect d'utilisation des robots en formation avec les robots physiques qui ont quelques usages. On va voir donc ensuite les chatbots en formation et les avatar bots en formation, et puis on va essayer de faire un peu prospective vers la fin pour voir ce que ça nous réserve dans un avenir assez proche avec le potentiel technologique qu'on a aujourd'hui. Voilà les quatre parties. Alors, pour démarrer, justement, comme on parle des chatbots, j'en ai un qui est en train d'essayer de marcher sur mon clavier de chat. Euh, Ce qu'on peut présupposer aujourd'hui, ce n'est pas une étude, hein, mais il y a plusieurs sources qui convergent vers ce chiffre-là, c'est que d'ici quelques années, une grande majorité, alors il faut mettre des chiffres, donc on va dire 5 ans et 80, des interactions seront conduites par des assistants virtuels. On va voir par la suite quelle forme peuvent avoir ces assistants virtuels, mais il est clair qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils qui viennent s'intégrer dans nos applications, dans les usages qu'on fait, des sites internet, des applications informatiques, des contenus de formation, sur lesquels on a de l'assistance disponible. Et une partie de cette assistance et des interactions devrait être coordonnée et en interaction avec un certain nombre d'outils automatisés, semi-intelligents, avec lesquels on va dialoguer sous différentes formes. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un bot? On utilise le mot bot parce que c'est le petit raccourci de robot. Et donc c'est un robot, un outil logiciel ou un outil physique qui est programmé pour interagir avec l'utilisateur. Donc il peut avoir plusieurs formes. Il peut être soit physique, et on va démarrer par ça, soit logiciel, soit hybride du logiciel et du physique. Et puis on va voir vers la fin qu'on peut avoir des choses peut-être un peu plus étonnantes et on va surtout voir quelques applications. Alors pour commencer, le premier robot qu'on peut utiliser en formation, on en avait parlé lors d'Innov l'année dernière, c'est les robots physiques de téléprésence. Je ne sais pas si d'entre vous ont essayé cet engin-là sous toutes ses formes. Un de ceux qu'on croise le plus souvent, c'est celui d'Avabot. C'est un robot qui a la capacité de se déplacer, donc de rouler dans les couloirs, dans les salles, etc., et qui est surmonté d'un écran avec une caméra sur laquelle ce robot représente et symbolise un interlocuteur avec lequel on peut dialoguer et qui est un observateur également de ce qui se passe dans son environnement. Ça veut dire que concrètement, on peut être comme moi, par exemple, aujourd'hui devant mon écran avec une caméra, voir mon visage en haut de cette espèce de robot
et moi utiliser la caméra du robot pour voir ce qui se passe autour et surtout le commander, le piloter pour me déplacer, me rapprocher des gens, des interlocuteurs, pour apporter de l'attention à une personne en particulier, observer des choses différentes. Voilà, ça paraît un petit peu futile au premier abord de dire qu'on a un avatar à distance qu'on peut déplacer, qui est observant et qui nous représente. Mais en fait, ça donne une proximité, une connivence avec l'interlocuteur beaucoup plus forte que si on avait simplement mis un ordinateur dans un coin et projeté l'image et le son de l'interlocuteur. Le fait que ça soit quelque chose de physique qui peut se rapprocher, se tourner vers les gens, met en connexion, mais une proximité beaucoup plus importante qu'un simple webconférence ou vidéoconférence. Donc ça, c'est souvent utilisé pour des réunions virtuelles, pour avoir de la téléprésence d'un participant dans une salle, ou d'un formateur, ou d'un intervenant. C'est utilisé aussi dans le cas de certains élèves ou étudiants qui sont dans l'incapacité de se déplacer dans la salle ou dans l'amphithéâtre. Voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un intermédiaire à d'autres formes qu'on aura plus tard, mais qui a une certaine efficacité aujourd'hui dans la téléprésence, dans des lieux et des actions de formation. La deuxième forme physique qu'on peut avoir dans les robots sont les petits humanoïdes. Là, c'est un exemple d'un robot articulé, doté d'un certain nombre de capteurs, etc. Celui-ci a la possibilité de parler, et pas par l'intermédiaire de quelqu'un qui lui prêterait sa voix, hein, donc il a une vraie capacité de synthèse vocale qu'on peut actionner sur ce robot-là. Il est capable de comprendre, donc il a des outils de reconnaissance vocale intégrés. Il est capable d'interagir, donc se déplacer, se tourner, faire des gestes, représenter des attitudes. Et on peut bien évidemment le programmer pour réagir à certains scénarios. Donc on l'utilise souvent en assistant d'enseignement sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour présenter des séquences pédagogiques, questionner les élèves sur des points précis, leur poser des questions, répondre en conséquence, avec des scénarios qui aujourd'hui sont assez limités, limités à ce qu'on programme dans ce robot-là, mais on a la capacité donc d'avoir des assistants qui vont faire répéter des tables de multiplication, énoncer des principes, poser des questions, valider des réponses, etc. C'est assez utilisé en milieu scolaire. Cet exemplaire que vous voyez ici a été expérimenté dans 800 classes de formation, avec plutôt de bons retours de la part des élèves qui trouvent amusant d'interagir avec un petit robot, d'autant plus que si on le programme intelligemment, il peut avoir des attitudes et des gestuels empruntés aux humains d'approbation, de désapprobation, de félicitations, etc. Donc encore une fois, on représente et on symbolise un comportement qui emprunte, je ne vais pas dire proche encore des comportements humains, mais qui emprunte à certains humains des comportements pour faire des interactions avec les étudiants pour des phases d'apprentissage. La troisième forme de robot physique, c'est ceux qu'on utilise comme objet pour s'initier à la programmation, au codage et à l'intelligence artificielle. Vous avez à l'écran l'exemple d'un petit robot, même d'un duo de robots qui a été mis au point par une filiale de Google, qu'on peut programmer. On peut demander aux deux éléments du robot d'interagir entre eux, de se rapprocher, de s'éloigner, de s'allumer, de s'éteindre, de changer de couleur, de faire des sons, des bruits, etc. Et on peut donc utiliser ces robots-là pour s'initier, avec un petit langage de programmation assez simple, à la programmation de robots et au début d'intelligence artificielle, parce que si vous déplacez un des éléments du couple, vous l'éloignez, vous le rapprochez, vous le mettez devant, vous le mettez derrière, on peut avoir des détections de présence, des détections de mouvement, et faire en sorte d'avoir des comportements qui réagissent à des interactions qu'on fait avec eux. Donc ces trois formes de robots physiques, en fait, sont assez primitifs, hein. On n'imagine pas que ça soit ça l'avenir, mais ça décide un peu ce qu'on pourra avoir comme interaction possible.
avec des objets physiques avec lesquels on va pouvoir interagir pour faire des actions programmées et plus ou moins intelligentes. Voilà pour les robots physiques. Ce qui est plus intéressant aujourd'hui et ce qui est plus facile à déployer, ce sont les robots logiciels. Alors on les appelle les chatbots parce que principalement ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on écrit, ils nous écrivent, on dialogue, et pour certains, vous allez le voir, autrement qu'avec de simples expressions écrites, puisque ça s'apparente et ça se greffe en général ces robots intelligents, ces robots logiciels, sur tous les systèmes de messagerie, que ce soit celle de Facebook, celle de WhatsApp, que ce soit d'autres systèmes dédiés de messagerie. On va programmer des utilisateurs logiciels avec lesquels on va pouvoir dialoguer via ces messageries. Messagerie de chat, d'où le terme chatbot. Il y a 4 types de robots conversationnels qui se greffent sur ces outils de chat. Le premier, c'est celui qui va pouvoir vous rendre des services. Alors, on a tous plus ou moins expérimenté Siri ou OK Google sur son Android, ou pour ceux qui ont pu tester l'enceinte Echo de Amazon, sont des systèmes d'interaction possibles avec lesquels on va pouvoir avoir de l'information spontanément sans le demander, avoir des notifications, écrire, poser des questions, énoncer des questions dans le cas de Siri ou OK Google, et qui vont donner comme service la réponse à la question qu'on lui a posée. Donc c'est souvent assimilé à des outils ou des moteurs de recherche qui vont pouvoir vous donner de l'information demandée ou vous apporter de l'information si elle arrive en push. Le deuxième type de robot qu'on peut utiliser, le robot logiciel, c'est le robot qui vous permet d'avoir une expérience utilisateur avec lui. Voyage SNCF a expérimenté ça pour vous aider, vous guider à choisir les meilleurs voyages, les meilleures destinations, les meilleures plages de vol horaires, etc. pour essayer de faciliter l'expérience utilisateur au travers de tous les outils qui permettent d'obtenir de l'information sur le voyage SNCF. Le troisième type d'outils qu'on peut avoir conversationnels, c'est les outils commerciaux. Pizza Hut a fait aux États-Unis une expérimentation qui peut passer pratiquement par tous les outils de messagerie, y compris des SMS, avec lesquels on peut commander des pizzas chez Pizza Hut. Donc on peut lui dire je veux une pepperoni 4 personnes dans 1 heure et j'habite rue de Charenton à Paris et ça va réaliser une transaction commerciale avec le site de Pizza Hut sans avoir besoin de se connecter sur le site internet, voire même d'utiliser l'application mobile de Pizza Hut. Donc ces robots logiciels en fait sont des services qui viennent s'intégrer dans les systèmes de messagerie avec lesquels vous conversez pour faire l'équivalent de ce que vous auriez fait avec d'autres outils. Puis le dernier chatbot conversationnel sont des chatbots d'entraînement et plutôt que de vous les énoncer, je vous montrerai par la suite. J'ai choisi quelques exemples de ces robots d'entraînement sur lesquels on a des expériences de formation. Alors comment ça marche ces robots-là? En fait, ils sont tous à la base avec 3 composants, 3 technologies. Le premier, c'est de la génération naturelle de langage. Donc ce sont des logiciels qui sont capables de formuler à l'écrit ou à l'oral de l'information, des questions, énoncer des textes, vous poser des questions dans un langage relativement naturel. Donc aujourd'hui, quand vous posez une question à Siri, eh bien, il utilise ce système de génération de langage naturel pour répondre à partir d'informations qu'il aura été cherchées dans des bases de données ou qu'il aura reconstituées en fonction de votre demande. Il est aussi capable de traiter le langage naturel, donc de reconnaître une partie de ce que vous avez donné, principalement les mots de vocabulaire, puis essayer de déduire la grammaire de ce que vous avez énoncé, donc d'en comprendre le sens et de la traiter. Un peu comme si vous aviez réglé des curseurs, coché des options et tapé du texte dans une zone à travers un site web. Là, ce que vous avez énoncé à l'oral, plus ou moins correctement,
va être transformé en signification et en instructions qui vont pouvoir être exécutées par le robot logiciel. Puis derrière tout ça, il y a de l'intelligence. Elle peut être exclusivement lexicale. Quand on vous pose des questions en fonction des mots que vous allez répondre, que vous allez prononcer, eh bien on va les reconnaître et le comportement programmé va se déclencher suivant que c'était le mot attendu ou pas attendu. Il peut y avoir une analyse un peu plus importante, une analyse sémantique, dans laquelle on va essayer de trouver le sens de la phrase que vous donnez, y compris maintenant en utilisant l'intonation que vous pouvez apporter à la prononciation que vous avez faite. Soit c'est une interrogation, soit c'est une affirmation. Et essayer de trouver aussi le conditionnel éventuellement dans votre phrase, le doute que vous pourriez avoir, etc. Donc il y a une analyse sémantique qui peut maintenant donner beaucoup de sens aux phrases que vous avez émises, sans forcément que ce soit des phrases qui soient connues à l'avance ou qui fassent partie d'un répertoire de phrases connues par le système, contrairement à la première partie qui est plutôt basée sur un vocabulaire qu'on a enseigné à l'intelligence. Et puis, si cette intelligence, et on a déjà traité ça il y a 2 épisodes des Learning Happy Hour, si cette intelligence est capable de s'enrichir par elle-même avec toutes les expériences qu'elle a avec les autres utilisateurs, comme le machine learning ou le deep learning, eh bien, plus il y a d'expériences utilisateurs avec ces robots logiciels, et plus les robots logiciels étendent leur champ de connaissances et leur capacité à traiter d'autres demandes et d'autres interactions possibles avec les utilisateurs. Voilà, et pour schématiser un peu le mode de fonctionnement de ces outils. Jusqu'à présent, tout va bien? Oui. Très bien. Si ça vous pose des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, ou si je vais trop vite, ou si j'en dis pas assez, n'hésitez pas. Alors moi j'ai une première question, je ne sais pas si vous m'entendez bien et j'interromps très rapidement la fermeture de mon micro. Est-ce qu'on a aujourd'hui, au regard de cette nouvelle technologie, des taux d'efficience en fonction de l'option que l'on choisit? J'ai pas bien compris, est-ce qu'on a des... Est-ce qu'on a aujourd'hui des taux d'efficacité ou des retours d'efficience de ce type de solution au regard du choix numéro 1? Est-ce qu'on part plutôt sur de la grammaire et de la phrase, de la syntaxe, etc. Ou est-ce qu'on part plutôt sur de l'intelligence beaucoup plus poussée? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des différences d'efficience entre les solutions? Alors, tout dépend ce qu'on veut faire. Si vous utilisez simplement les premiers robots conversationnels que vous avez pu expérimenter remontent à quelques années, où quand vous appelez le service après-vente de Darty, on vous dit quel est votre problème. Et si vous n'énoncez pas le problème, on vous soumet quelques questions. Je veux acheter un bien, j'ai un problème de service après-vente, j'ai un problème d'utilisation de mon matériel. Et si vous dites service après-vente, achat ou utilisation, à ce moment-là, ben, vous entamez une conversation avec un petit bout de robot qui ensuite va vous aiguiller vers le bon service. Donc si c'est que des choses comme ça, le premier niveau d'intelligence lexicale suffit. La deuxième partie, on l'a tous expérimenté avec Siri, même si on imagine bien, ou avec Google, qu'il y a derrière d'énormes moyens disponibles pour avoir quelque chose de relativement intelligent, il est assez facile de le piéger. Aujourd'hui, donc, on n'a pas encore une efficience qui est optimale quand on essaye de jouer avec le système. Quand on a compris à quelles règles il joue et ce qu'il est capable de faire, à ce moment-là, on se limite soi-même pour avoir un bon résultat. Donc, l'efficience globale, elle n'est pas terrible parce qu'on trouve assez vite les limites. Et quand on est par contre dans le cas de machine learning ou deep learning, là, on n'est qu'au début de ça. C'est extrêmement prometteur parce que il y a des technologies derrière qui peuvent progresser extrêmement vite, et surtout quand on a la puissance comme Google ou comme Apple de garder en mémoire toutes les interactions pour lesquelles le système aujourd'hui n'a pas réussi à comprendre le sens ou n'a pas réussi à apporter une réponse adéquate, eh bien on va pouvoir faire fonctionner des algorithmes derrière pour comprendre où s'est située la difficulté et trouver des solutions pour que la prochaine fois le système soit plus efficace. Donc très nettement, on va crescendo vers des systèmes de plus en plus efficaces avec ces 3 types d'intelligence. Alors, si on veut se lancer aujourd'hui dans la création de chatbots, ce qui est la chose la plus simple, c'est-à-dire d'intégrer à un système, vous trouvez maintenant sur extrêmement
nombreux sites web, une petite bulle en bas à droite qui vous incite à poser des questions ou à formuler des recherches dans un système Z ou autre. Vous allez voir, il y a quelques exemples où vous pourrez utiliser Messenger de Facebook pour avoir des expériences avec des chatbots, mais il y a aujourd'hui un nombre d'outils et d'acteurs incroyables, donc j'ai pas la prétention d'avoir ici trouvé l'intégralité des pépites pour vous lancer, mais j'ai essayé de les classer en 4 catégories. La première, c'est se lancer dans l'expérience d'utilisation de chatbot sans être développeur. Donc, vous trouverez assez vite les limites de système qui aura plutôt de l'intelligence lexicale plutôt que de la capacité à donner du sens aux phrases. Mais vous avez Motion, vous avez Recast, vous avez Octane, qui sont des outils assez simples d'emploi et pour une grande partie avec des premières fonctionnalités gratuites qui vous permettront de voir comment est-ce qu'on peut programmer un comportement de chatbot sans avoir à coder, sans être informaticien. Ensuite, vous avez des outils qui sont un petit peu plus sophistiqués, sur lesquels la scénarisation va devenir un peu plus complexe et va s'appuyer sur des connaissances, non pas forcément de codage, mais des connaissances un peu logicielles et d'algorithmie, pour éviter d'avoir à énoncer tous les cas de figure possibles, ce qui est impossible à envisager, faire des catégories d'interaction, avoir des programmations types et puis des branches de comportement pour essayer d'avoir un comportement assez riche. Donc vous avez Chatfuel, vous avez Botify, vous avez Sequel qui sont des outils de chatbot qui vous permettent d'engager des séquences de conversation avec des utilisateurs en langage naturel. Puis ensuite, vous avez des outils un petit peu plus sophistiqués comme Smoosh ou Floxo qui vont vous permettre d'intégrer des outils conversationnels, non pas simplement dans une application de messagerie, mais à l'intérieur de vos applications ou de vos outils de formation ou de votre LMS, voire même de vos modules de formation. Si tant est que ces outils-là soient consultables sur un navigateur. Donc ça vous permettra de faire des expériences sur un exercice, par exemple, sur de l'aide contextuelle sur un outil, ou de l'assistance spontanée et proactive en fonction d'une période d'inactivité ou de la simple observation d'un utilisateur qui revient fréquemment à certains endroits de la formation ou à certaines fonctionnalités de votre LMS. Donc ces outils sont capables d'observer votre comportement et de commencer à utiliser de l'information de simple observation pour être capable ensuite de vous proposer des interactions pertinentes avec eux. Et puis vous avez des choses beaucoup plus sophistiquées qui vont nécessiter bien évidemment du développement, de l'acquisition de licences et de l'investissement en temps, mais l'efficacité est au rendez-vous. Ce sont Watson de IBM ou Amazon Lex qui sont des outils qui mettent à votre disposition l'incroyable puissance de calcul cloud d'IBM ou d'Amazon pour mettre en œuvre des débuts d'intelligence artificielle et avoir des interactions très forte et très pertinente avec les utilisateurs. Donc Crescendo, là aussi, j'ai mis une collection d'outils pour découvrir rapidement comment ça peut se programmer, jusqu'à faire des choses qui deviennent réellement intelligentes et capables de dialoguer avec pertinence avec les utilisateurs. Alors, qu'est-ce que ça donne en formation, ces choses-là? J'ai sélectionné quelques outils que vous pourrez expérimenter. Handy, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, iOS ou Android, et qui va vous permettre de réviser l'anglais. Donc vous allez choisir le type de leçon, votre niveau, et ça va vous poser soit des questions textuelles auxquelles il faudra répondre avec du texte, ça va vous poser des questions avec des formes de QCM sur lesquelles vous voudrez choisir des options qui vous sont proposées, et ça va s'adapter un peu à votre niveau et vous permettre d'utiliser vos outils quotidiens ou votre façon d'interagir au quotidien comme si vous dialoguez avec quelqu'un qui essayait de vous entraîner à l'anglais, sauf que ce quelqu'un est un robot qui va essayer d'avoir un comportement et un début d'intelligence. Je vous invite à essayer ça, c'est assez rigolo. Il y en a un autre qui est plus sophistiqué et dont on avait commencé à parler
au zapping de l'information de la semaine dernière. Piplet, une petite start-up française qui a démarré il y a 2 ans, qui a rodé ça en faisant des outils sur mesure pour certaines entreprises et qui vient de mettre à disposition sur Messenger, sur Facebook, un test de niveau d'anglais. Donc ça va vous donner une note à la fin, comme un TOEIC ou un TOEFL, sauf que c'est leur référentiel. Et en fait, cet outil va tester avec différents moyens votre niveau d'anglais et vous donner à la fin un diagnostic. Initialement, cette startup collectait des informations de dialogue avec vous et l'analyse était humaine. Maintenant, l'analyse des interactions que vous avez eues avec Piplet est faite automatiquement par de l'intelligence et vous donne un niveau d'anglais. Avec une fiabilité, certes, qui peut être un peu plus relative ou contestable qu'avec un humain. Je vous résume l'expérience utilisateur que vous pourrez avoir avec Piplet. Ça commence par du texte, vous devez répondre oui, non. Est-ce que vous voulez commencer le test d'anglais? Est-ce que vous savez utiliser le micro de votre téléphone et de Messenger? Puis ensuite, ça va vous donner un court texte en anglais que vous devrez lire. Et donc vous actionnez le micro et vous lisez le texte et ça va commencer par analyser votre prononciation, votre fluidité à lire l'anglais et à le répéter. Puis après, ça va vous poser des questions sur lesquelles vous devrez répondre. Puis ensuite, ça va vous proposer des textes, des images ou des choses dont vous voudrez comprendre le sens. Et puis ça va crescendo en fonction de votre niveau vers des questions de plus en plus difficiles qui sont soit textuelles, soit des choix, soit des réponses que vous devrez formuler à l'oral et qui seront interprétées par une intelligence qui va essayer de comprendre ce que vous avez répondu, à la fois votre prononciation, va vous corriger les fautes d'anglais que vous faites, et à la fois sur la compréhension et l'expression, votre expression en anglais. Voilà, ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes, et vous verrez, je vous invite à le faire. Le lien sera dans le fichier, c'est le petit raccourci Google que vous avez là, et ça ouvre automatiquement Messenger et c'est parti, et vous pouvez faire ce test d'anglais sans même vous inscrire, si vous avez un compte Facebook. Voilà, donc ça, ça montre un peu les prémices de ce qu'on pourrait avoir comme dialogue avec un robot, plutôt que regarder un module de e-learning et répondre ensuite à un quiz. Ça va toujours pour vous? Impeccable. Impeccable. Super. Donc, ici, vous avez Bimi, qui est une expérience. Aujourd'hui, c'est un projet qui cherche des financements, mais je trouve que l'expérience est assez sympa. Alors, c'est pas pour apprendre, c'est pour trouver une formation. L'objectif de Bimi, si vous avez envie de soutenir cette initiative, vous pouvez faire un petit don en ligne. C'est de discuter avec quelqu'un et de lui exposer votre besoin de formation et qu'il se débrouille pour trouver la formation dont vous avez besoin. Donc ça va s'appuyer sur bien évidemment de nombreux moteurs de recherche, des robots de recherche qui vont essayer de vous trouver si vous voulez une formation longue, une formation courte, une formation professionnelle, une formation initiale, si vous voulez que ça soit gratuit, si vous êtes prêt à payer, etc. Essayez de vous suggérer des formations. Alors je ne sais pas si ça va aboutir, mais je trouve que l'initiative est intéressante. Vous pourrez aller faire un petit saut sur le site pour voir les objectifs de cette société. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est pas forcément cette société en elle-même. Si elle y réussit, tant mieux. Si elle réussit pas, certainement une autre réussira à sa place. Mais c'est l'usage qui est envisagé de ces chatbots, faire en sorte d'amener par un questionnement intelligent une formulation d'une demande qui serait plus précise et plus pertinente que si vous étiez tout seul devant une zone vide en disant je veux me former à l'anglais. Là, le champ de recherche de je veux me former à l'anglais est trop large pour vous proposer quelque chose de pertinent. Par contre, si on vous pose quelques questions bien ciblées, ça réduit le champ de recherche et ça a plus de chances de vous proposer une formation pertinente. Voilà un peu l'objectif de ça. Et c'est ce qu'il faut en retenir dans l'expérience formation qu'on pourrait imaginer par la suite, c'est que plutôt que de laisser la personne avec un système et exposer son besoin, c'est de lui poser des questions intelligentes pour faire en sorte que le besoin soit très précis et très qualifié. Alors là, il y a une autre expérience qui est encore plus ambitieuse que ça. Jero a pour ambition de gérer votre carrière, de vous trouver une formation, voire de trouver un job. Donc si vous discutez avec lui et que vous lui donnez accès à votre compte LinkedIn, il va vous dire s'il est correctement renseigné, comment vous pourriez l'améliorer pour mieux gérer votre carrière. Essayez de trouver les formations dont vous auriez besoin pour viser les postes auxquels vous souhaitez postuler et pour lesquels il vous manque quelques compétences.
et éventuellement vous suggérer des annonces et des posts qui pourraient vous convenir. Et tout ça en conversant avec un chatbot via un système de messagerie. Donc là encore, je vous ai mis le lien. Vous pourrez tester. Voilà, ces expériences-là sont pour essayer de découvrir ce qui nous attend dans les différentes possibilités de ces outils qu'on pourra utiliser en formation. Hop. J'en ai profité pour ouvrir le micro de Lucie qui nous avait rejoint. Et je vais le refermer puisqu'il y a un peu de bruit. Oui, parce qu'on entend bien le bruit de fond. Voilà. Alors, au-delà des chatbots, ce qu'on peut envisager, c'est d'avoir vraiment une représentation physique et humaine de ces outils logiciels avec lesquels on va dialoguer. Autant on a vu au début les représentations physiques des robots qui sont plus ou moins gracieux. On a vu une simple représentation logicielle avec un dialogue oral ou écrit avec les chatbots. Autant avec les avatar bots, on peut avoir une représentation quasi humaine et aussi digitale des interactions possibles. Alors je vous ai mis le lien vers Living Actor, un vieil acteur de la formation qui s'appelait initialement Cantoche. Et puis Living Actor était un simple outil de la Cantoche et qui en devient un produit à part entière et qui prend même le dessus sur l'appellation. Puisque derrière cette simple représentation d'avatar, maintenant il y a toute une intelligence artificielle et des outils qui permettent de faire des agents conversationnels avec lesquels vous pouvez interagir via des sites web, dans des contenus de formation, et pas simplement leur poser des questions, mais il peut, comme je l'expliquais précédemment, observer votre comportement et être proactif dans certaines activités pour vous apporter de l'aide avant même que vous vous rendiez compte que vous pouvez être aidé par un agent conversationnel. Et puis il y a un autre outil que vous pourrez tester éventuellement, Bilulo, qui va vous permettre de créer votre avatar, votre environnement, et d'essayer de définir les comportements que vous voulez avoir avec lui. La création de compte est gratuite, vous pourrez expérimenter ces petites choses-là. Voilà, donc on va pouvoir dialoguer avec une représentation humaine d'une intelligence artificielle avec laquelle on pourra écrire des textes, il pourra vous écrire des textes ou il pourra vous parler et vous pourrez lui parler aussi. Voilà ce qui existe aujourd'hui et ce que vous pourrez tester, expérimenter, ce qu'on a essayé de trouver pour vous. Alors je ne sais pas si vous aviez croisé dans vos activités d'autres choses. Moi, il y a pour conclure et avant que vous ayez éventuellement des questions, je vois que Pascal a ouvert son micro. Tu avais une remarque à faire, Pascal, peut-être? Tu vois tout, toi. Non, j'attends. Oui, ça m'étonnait que tu n'aies pas encore parlé de Living Actor, mais du coup, je vois que c'était dans une famille qui s'appelle les Avatar Bots, ok. Ouais. Et moi, j'ai utilisé Living Actor et puis Nao, qu'on a vu tout au début, le deuxième robot que tu as présenté, pour l'avoir eu en main pendant toute une journée. Effectivement, c'est sympa, mais il ne fait que ce qu'on peut lui programmer. Il va réagir à certains mots-clés qui sont reconnus dans les phrases qu'on lui dit oralement. Et donc, il réagit en fonction de ça. On lui a appris, donc il faut le programmer. Il faut le programmer. Et Living Actor, oui, c'est assez sympa. Alors, c'est vrai que je les ai pas. Je ne sais pas comment ça a évolué. La dernière fois que je les ai rencontrés, c'était il y a plus d'1 an maintenant, mais je ne savais pas qu'il y avait de l'intelligence artificielle maintenant derrière. Oui. Et ça, c'est plutôt pas mal, Living Actor. Tout à fait. Et là, pour revenir sur Living Actor, le rendu est très qualitatif et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système d'expression de visage qui est ce sont des petites interactions assez subtiles, mais qui changent beaucoup la relation qu'on a et la crédibilité qu'on peut avoir avec l'avatar. Oui, et puis les avatars, ils sont sympas, ils sont réalistes, mais sans mettre mal à l'aise, comme parfois on peut avoir quand on est tellement proche du réel que ça peut mettre mal à l'aise l'utilisateur. Là, c'est pas le cas. Tout à fait.
Alors justement, moi, ce que j'essayais de voir, est-ce qu'on pourrait avoir demain. Aujourd'hui, on a toute une combinaison d'outils qui nous permettent d'envisager un étage au-dessus de ce qu'on a comme robot. Vous avez tous joué avec Snapchat et vous vous rendez compte qu'il est possible en temps réel de déformer un visage humain. Là, je vous ai mis la photo de quelqu'un qui se retrouve avec le visage peint lors d'un match de foot ou de rugby, je crois, alors qu'il son visage ne l'est pas et il peut bouger la tête, avoir des expressions et c'est comme si on lui avait appliqué sur le visage un masque ou du maquillage, mais il y a d'autres filtres sur lesquels vous pouvez ressembler à Pirates des Caraïbes ou vous vieillir de 20 ans ou vous rajeunir de 20 ans en temps réel avec ces outils-là. Donc il est tout à fait possible d'utiliser une caméra, de faire autre chose qu'une simple représentation de la réalité d'une personne qui s'exprime. Alors il y a un deuxième truc extrêmement bluffant. Je sais pas si on va réussir à le faire. Hein. Je vais vous faire écouter un son. Aujourd'hui la représentation sonore, sinon vous cliquerez sur le lien. Hein. Je vous explique ce qui va se passer. Je suis pas sûr que ça fonctionne bien, mais on va tenter l'expérience. Dans les systèmes de vocalisation, donc de dialogue et de voix de synthèse, souvent on a de la voix préenregistrée d'acteurs ou de la voix totalement de synthèse, donc un peu robotique, mais souvent on a des voix d'acteurs qui utilisent qui enregistrent une bibliothèque de syllabes qu'on combine pour représenter des phrases. Il y a une société américaine, ça fait une petite semaine qu'on a entendu parler de ça, qui est capable en enregistrant simplement quelques minutes d'une personne, de déterminer ses intonations et sa prononciation et le timbre de voix, et ensuite de réappliquer à la voix de synthèse cette intonation, ce timbre de voix. Donc là, l'exemple que je vais essayer de vous faire entendre, c'est un dialogue entre les trois candidats, enfin entre Barack Obama, Donald Trump et Hillary Clinton, sur un texte qu'ils n'ont jamais prononcé après que l'intelligence artificielle ait analysé leur timbre de voix et leur façon de prononcer. Alors, une petite manip et je vous montre ça. Are you speaking about this new algorithm to copy voices? Yes, it is developed by a startup called Lyrebird. This is huge. They can make us say anything now, really anything. The good news is that they will offer the technology to anyone. This is huge. How does their technology work? Hey guys, I think that they use deep learning and artificial neural networks. Hillary is right. I can tell you that their team is great. I wish them good luck. I'm sure they will do a good job. Hey, Doc, have you... Bon, alors, je sais pas si vous avez entendu. Si, très bien. On a bien, Ok. on a entendu, Très on bien. a Voilà. On impressionnant. a bien reconnu même. Ah. Ouais, c'est impressionnant. Laurent Gérard a du souci à se faire. Exactement. Bah, oui. Si vous vous souvenez d'où en était la déformation à partir de visages humains, donc il y a quelques années, ça ne se faisait que sur des plans fixes. Ça mettait de nombreuses minutes à reconnaître les choses. Aujourd'hui, on est capable de le faire en temps réel sur Snapchat avec la puissance d'un simple tout petit téléphone. Donc, il va falloir attendre, à mon avis, très peu de temps pour être capable de représenter le visage d'une autre personne calqué sur un avatar, ou voire même déformer un opérateur qui sera en Inde. Si vous voulez dialoguer avec Brad Pitt, vous pourrez avoir et son visage et sa voix, alors que vous êtes en train de dialoguer avec un humain au fin fond de l'Inde. Voire même, si on ajoute de l'intelligence artificielle, vous pourrez avoir un avatar qui a le timbre et l'aspect de la personne avec qui vous avez envie de dialoguer. Ce qui peut être intéressant si, par exemple, vous êtes une figure reconnue dans une entreprise en tant qu'ultra spécialiste, si vous êtes un conférencier, si vous êtes un expert, etc., et que vous avez envie d'être intégré dans un cours, mais que vous ne voulez pas avoir la lourde charge d'être 24 heures sur 24 connecté pour répondre aux questions, bah, il suffira d'avoir capturé quelques expressions de visage, de les mapper sur un avatar, d'avoir enregistré votre voix. Quelques minutes suffisent pour capter le timbre,
personne ne sera dupe sur le fait qu'on discute avec une chose qui vous ressemble, mais on aura quand même, comme avec les robots de présence au début, une proximité malgré tout plus forte qu'avec quelque chose qui ne ressemble à rien. Voilà, donc ça, c'était pour rêver un peu, et je pense qu'il va pas falloir attendre très longtemps pour avoir ce genre de choses à disposition. C'est bluffant, effectivement. Voilà ce qu'on pouvait dire en un peu plus d'une demi-heure sur les robots en formation, robots sous toutes ses formes. Il est évident que ce qu'on a à disposition, même si c'est impressionnant, c'est extrêmement limité, hein, comme le disait Pascal, quand on joue 1 heure avec un Néo, on se rend vite compte qu'il est dans le premier niveau d'intelligence, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît que des mots et pas encore du sens. On n'arrive pas à avoir toute cette puissance de calcul dans une petite bavette de 200 grammes en plastique. Mais quand on va avoir des outils comme le Echo d'Amazon, ce qui est en train de préparer Apple, Microsoft de son côté, couplé à de l'intelligence comme celle de Watson ou Amazon Lex, là, ça va avec des choses connectées, ça risque d'être assez intéressant de voir ce qu'on va pouvoir avoir comme interaction, et pas que face à son écran ou face à son téléphone, mais peut-être avec des objets humanoïdes ou pas humanoïdes, disséminés un petit peu partout dans notre vie et dans notre environnement. Et je pense que c'est des choses qui vont peut-être redonner un peu de notion de relationnel et de physique avec la formation, ce qui a manqué dans les expériences digitales jusqu'à présent, où on a appelé digital learning quelque chose qui s'appelait e-learning précédemment. Et avec ces robots-là, je pense que le digital va prendre une dimension qui lui manquait jusqu'à présent, d'avoir la possibilité de dialoguer avec des choses, des objets, pour revenir dans une vraie transmission du savoir et des vrais échanges au moment de l'apprentissage. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Est-ce que ça vous donne des questions? Ça vous laisse sans voix. Non, oui, on attend la suite, quoi. C'est super. Bon, eh bien, si vous n'avez plus de questions. Oh, j'ai pas vu le chat, je suis déçu. Non, parce qu'en fait, j'ai pas une connexion internet excellente, alors donc j'ai pas voulu abîmer l'audio et le visuel T'aurais avec, pu l'enregistrer, avec au ma moins. voiture. Voilà. C'est un petit chat noir et C'est pas blanc. grave. Voilà. Non, merci beaucoup, super. Ok, ben merci. Donc, comme d'habitude, d'ici demain, vous recevrez les supports et le replay de cet épisode. Et puis, on va vous donner rendez-vous donc pour dans 15 jours, où on parlera de UX, l'expérience utilisateur en formation. Donc à la fois le chemin, le parcours, les interactions et la représentation visuelle et graphique et ergonomique de ce qu'on peut avoir comme expérience utilisateur en formation. Voilà. Parfait, bah donc rendez-vous au 16 mai et puis bon apéro. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonne soirée, Au revoir. bonne semaine à tous, au revoir. Au revoir.